ce que nous devons avant tout faire, c'est d'apprendre donc des expériences nationales. Parce que parfois le temps est à l'avance, mais aussi parfois le temps est à la traîne. Par exemple, pour l'instant, ce que nous avons fait à Varsovie, c'était de déclarer que maintenant, comme la France, l'Angleterre, les Pays-Bas, les États-Unis, l'Allemagne, d'autres pays, le temps en tant que tel reconnaît le cyber comme un domaine à lui seul des opérations. C'est-à-dire que nous devons maintenant changer de mentalité pour aller d'un schéma antérieur où notre effort consistait à protéger, n'est-ce pas, nos réseaux intérieurs, internes, l'assurance des données, vers un système où nous devons assurer nos opérations contre toutes sortes d'effets cyber. Surtout, malheureusement, parce que maintenant en Europe, nous sommes dans une situation de haute tension où l'OTAN doit retourner à sa mission initiale, la défense collective. Vous avez vu les ministres de la Défense à l'OTAN qui étaient réunis avec Jean-Yves Le Drian la semaine dernière à Bruxelles, et où pas mal d'alliés, et la France est partie prenante, installent maintenant des bataillons dans les pays baltes, en Pologne, avec un dispositif permanent de sécurité, moyennant des exercices, n'est-ce pas, au niveau du corps, de la division, chose que nous n'avons pas fait depuis la fin de la guerre froide, et où nous devons être donc capables, cas échéant, vraiment de se battre. Espérons que non, mais ça, il faut le faire. Et dans cette perspective, la question qui se pose, c'est que quel va être l'impact de la cyber dans les opérations militaires? Est-ce qu'il aura un impact déterminant? Il va stopper en quelque sorte les opérations? Est-ce que ce serait un effet un peu exagéré, mineur, quelques jours, mais après l'effet va s'estomper? Comment pouvons-nous, les forces de l'OTAN, opérer dans un environnement où nous serons assujettis à des cyberattaques sur notre système de commande et contrôle des forces armées, où pratiquement toutes nos armes sont reliées à Windows 0, donc dépendent de l'Internet pour la fonctionnalité et pour la communication et toutes sortes. Donc vous avez tous des voitures. Donc comment pouvez-vous quand même avancer avec 2 roues au lieu de 4 à un moment donné sur votre voiture? Et donc déclarer le cyber comme un domaine. Comment devons-nous adapter nos systèmes à l'OTAN, notre organisation, nos ressources, voilà, l'organisation militaire, pour pouvoir vraiment y faire face? Et c'est là où, bien sûr, nous voulons apprendre de l'expérience d'un pays comme la France, qui, il y a quelques années déjà, avait considéré que le cyber était domaine. Par exemple, comment pouvons-nous organiser un exercice qui reflète vraiment l'impact du cyber? Parce que quand j'ai démarré tout ceci, je suis allé un jour à Mons, au Shape, et j'ai demandé à un général très haut placé, général, vous avez un exercice Trident Juncture qui s'annonce, qu'est-ce que vous allez faire sur le cyber? Ah non, Jamie, on ne fait pas de cyber. Ah non, 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 éliminer, exclu. Pourquoi? Parce que si on le fait réellement, ça va stopper l'exercice. Et c'est pas ça qu'on cherche. Aujourd'hui, je suis content de dire que nous prenons ça avec beaucoup plus de sérieux, de réalisme, et apprendre de l'expérience d'un pays comme la France, qui non seulement investit de moyens, mais qui, avec les interventions au Mali, en Afrique centrale, toutes les opérations militaires que la France a fait, donc déjà a accueilli une certaine expérience, pour nous peut être très précieux. Voilà, donc je n'ai pas parlé du domaine dans mon discours, mais c'est l'autre grand champ d'action actuel de l'OTAN. D'accord, merci beaucoup, Jamie. Je vous propose d'échanger maintenant avec la salle. Je vous propose donc de prendre maintenant la parole et d'adresser vos questions aux différents intervenants qui sont présents ce matin. Alors simplement, si vous pouvez lever la main pour vous signaler et vous présenter pour poser vos questions. On a un petit peu de temps, mais pas forcément beaucoup, donc allez-y. La première question est toujours la plus difficile, mais nous avons aujourd'hui des invités de choix. Alors profitez de leur présence et de cette proximité pour pouvoir échanger avec eux. Y a-t-il une première question? Oui, monsieur, peut-on donner un micro, s'il vous plaît? Merci. Oui, bonjour, Richard Olszewski, je suis président d'un cluster qui s'appelle Options publiques. Donc, on travaille justement sur la dématérialisation. La loi française impose aux collectivités locales de passer en tout dématérialisation le 1er janvier 2017.
Mais c'est là que je renvoie vers vous, c'est une catastrophe. C'est un peu comme sur la loi sur l'accessibilité, on ne sera pas prêt. Donc peut-être question, monsieur le député, faudra-t-il repousser un peu les échéances? Et deuxième point, on fait quoi? Enfin, voilà. C'est question faussement naïve, mais je pense qu'il y a toutes les compétences sur l'estrade. Alors, on va répondre juste à votre question après, mais on va en prendre peut-être 2 ou 3 de façon à regrouper parce qu'il y aura certainement des thèmes qui vont être recentrés. Une deuxième question, s'il vous plaît. Il y a eu beaucoup de thématiques sur la confiance numérique, sur la cyberdéfense dont on a parlé. Y a-t-il une deuxième question? Alors, oui, un micro, s'il vous plaît. Voilà. Si vous pouvez juste vous présenter, s'il vous plaît. Michel Briand, Télécom Bretagne. On voit qu'il y a sur le domaine économique des accords entre les pays occidentaux, donc l'actualité est riche en ce domaine. Est-ce que sur la cybersécurité, on ne devrait pas aussi avoir des accords au sens, tout le monde sait qu'il y a un hacker israélien qui attaque les journalistes en France, que les spams viennent des États-Unis. Est-ce qu'il n'y a pas moyen aussi d'avoir des systèmes de régulation entre pays occidentaux pour limiter un certain nombre actuellement d'attaques ou de diffusion qui introduisent une culture dans laquelle, effectivement, on est amené à se méfier de l'Internet? Alors, y a-t-il une... Oui, madame, on va prendre cette question et puis ensuite, mesdames et messieurs les intervenants, n'hésitez pas à prendre la parole pour apporter vos éléments de réponse complémentaires. Oui, madame, on vous écoute. Merci. Frédéric François, j'accompagne des entreprises start-up innovantes. Et vous avez tout à l'heure parlé de l'importance d'avoir des partenaires industriels de confiance. Pouvez-vous préciser comment vous déterminez les éléments qui font d'un partenaire un partenaire de confiance? Alors, une question sur les partenaires de confiance. Nous avons une question également sur la mise en conformité donc pour les PME dès début 2017. Guillaume Poupard, peut-être? En sachant que j'ai une autre question, moi, qui vous est adressée, qui revient au point que vous avez développé sur l'Europe, sur les échanges que vous conduisez. Alors, vous le disiez, le multilatéral, évidemment, c'est important, mais c'est quand même compliqué pour beaucoup de notions qu'on a évoquées ce matin. Vous faites du bilatéral, notamment avec l'Allemagne. Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être un petit point sur ce que vous conduisez avec ce pays et qui peut aussi, pourquoi pas, être moteur pour l'ensemble de l'Europe ? Oui, donc ces questions de coopération, elles ont été abordées à plusieurs reprises. On est tous d'accord pour dire que c'est essentiel, on est tous d'accord pour dire que c'est compliqué. C'est pas la peine de tourner autour. Compliqué parce que le cyberespace, c'est un domaine qui parfois s'apparente plus à un Far West qu'autre chose, où les gens se promènent de plus en plus avec le col de la ceinture est bien apparent, et où nos alliés sont également ceux qui nous attaquent. Alors, heureusement, il n'y a pas que eux qui nous attaquent, loin de là, mais on peut pas faire l'économie de ce constat bien réel. Et voilà. Donc, deux choix. Soit on se drape dans une vertu et on reste seul chez nous, soit on travaille de manière pragmatique et efficace avec des gens qui restent nos grands alliés, malgré les différentes révélations qu'on a pu avoir. Ce qu'il faut bien voir, c'est que la majorité des attaques, le risque numérique qui pèse sur nous, il ne transforme pas les équilibres géopolitiques que l'on connaît. C'est pas parce qu'on est dans le cyber que tout est différent. Et nos ennemis dans le cyberespace restent très souvent les mêmes que ceux que l'on peut avoir dans le monde physique. Donc tout ça, ça pousse à une véritable coopération, d'abord en bilatéral. Il faut bien voir que dès qu'on parle de cyber, on parle de sujets qui sont très sensibles, on parle de sujets liés au renseignement, on parle de choses qu'il est difficile de s'échanger parce que justement ça a beaucoup de valeur et les conditions de recueil de l'information sont parfois un petit peu périlleuses. Donc les éléments les plus sensibles sont passés en bilatéral, entre les grands alliés, une sorte de premier cercle. On a évidemment un lien particulier avec l'Allemagne qui touche ces questions opérationnelles, mais plus largement des questions économiques. Enfin, on a plus de proximité en bilatéral peut-être avec l'Allemagne parce que nos modèles sont plus alignés. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir d'excellentes relations en demeurant, notamment avec les Britanniques, qui
qui de fait évoluent également dans leur modèle. Il y a la création du NCSC, donc un centre cyber qui va nous permettre d'être encore plus efficace dans notre coopération par un meilleur alignement. Donc tout ça, ça va plutôt dans le bon sens, même si ça prend un certain temps parce que c'est un sujet complexe. En multilatéral, c'est à la fois plus simple et plus compliqué. Plus compliqué quand on veut échanger de l'information opérationnelle. J'ai tendance à penser que quand on est 28 autour d'une table, on a plus de mal à se dire des grands secrets. Voilà. Désolé pour cette trivialité, mais c'est quand même la réalité. Par contre, il y a des tas de choses que l'on peut faire de manière beaucoup plus efficace. La directive Nice, j'ai reparlé un petit peu de l'Europe, la directive Nice qui a été votée cet été, va nous permettre de faire à l'échelle de la plaque européenne ce que l'on fait en France avec la LPM. Identifier les opérateurs critiques et faire en sorte que la sécurité devienne une obligation pour ces opérateurs critiques qu'on appellera opérateurs essentiels, dans l'esprit de ce que je vous ai décrit sur la LPM, mais qui nous permettent également d'aller au-delà. Donc c'est vraiment une chance pour nous, et ça nous permet surtout de répondre à la question que l'on a souvent de la part d'opérateurs en France, qui nous disent, bon ben, c'est très bien, j'ai compris, on va faire ça en France, mais d'abord mes réseaux, ils ne s'arrêtent pas à la frontière, hein, c'est une évidence. Et donc qu'est-ce que je fais dans les autres pays ? Avec la crainte sous-jacente qui est toujours d'avoir des réglementations qui s'empilent dans chaque État membre et qui soient même parfois contradictoires, hein, ou pas tout à fait compatibles. Donc ça, la directive Nice va nous permettre de rendre tout ça très, très homogène. Avec également le constat qu'il y a le risque d'une sorte de distorsion de concurrence à court terme. On va imposer de la sécurité à certains, ça va leur coûter de l'argent, ça va leur demander un effort. Pendant ce temps-là, d'autres conduisent sans casque sur l'autoroute. Pendant un certain temps, ça peut leur porter chance. À terme, ça ne leur portera pas chance, mais à court terme, ça peut créer une distorsion de concurrence. Comment est-ce qu'on fait pour éviter que certains pays d'Europe deviennent des sortes de paradis sécuritaires au mauvais sens du terme, c'est-à-dire des endroits où il n'y a pas de règles, et donc où on peut faire n'importe quoi en termes de sécurité, ce qui posera des déséquilibres. Bon, voilà. Tout ça, vraiment, l'Europe nous permet d'y répondre. Notamment par des biais réglementaires. Et puis il y a plein d'autres sujets, notamment le développement de la R&D. Aujourd'hui, jusqu'à il y a peu de temps, la R&D en termes de cybersécurité était très exclue quand même de tout ce qui est recherche au niveau européen, et notamment de H2020 pour ceux qui connaissent. Il y a eu un très grand pas qui a été franchi avec la mise en place d'un partenariat public-privé poussé par la Commission, où d'ailleurs on intervient, je reconnais dans la salle des gens que je croise dans des réunions à ce niveau-là, qui va nous permettre de faire de la R&D en cybersécurité à l'échelle européenne, avec quand même des chiffres considérables annoncés. On parle de 450 millions investis dans la R&D européenne en cybersécurité. Ça va nous permettre de développer cette autonomie stratégique et cette cyberindustrie. Donc voilà. Tout ça pour dire que c'est un sujet qui est éminemment vaste, complexe, que les accords dont vous parliez, monsieur, on y va. On y va. On est aujourd'hui en train d'écrire les règles de comportement dans le cyberespace. Je suis convaincu que ça va prendre du temps. Les militaires ont commencé en premier. Le centre de Tallinn a été précurseur dans la définition de qu'est-ce que c'est finalement que la guerre et la paix dans le cyberespace. On se rend compte qu'il y a des notions qui se traduisent immédiatement et d'autres qu'il faut probablement inventer. Et entre les deux, il y a des notions qui peuvent paraître simples, comme celle de légitime défense, par exemple, qui s'avère très très complexe à traduire dans le cyberespace parce que c'est pas exactement comme d'habitude, avec notamment la question de l'attribution qui est souvent un point de blocage très fort. Dans le monde physique, les militaires connaissent ça par cœur. L'attribution en général, c'est quelque chose qui se fait relativement bien, même si je pèse mes mots, hein, c'est pas toujours trivial. Dans le cyberespace, l'attribution, c'est toujours très compliqué. Je connais très peu de cas où on dit c'est un tel et tout ça, parce qu'en gros, tant que l'attaquant n'a pas juré sur les évangiles que c'était lui l'attaquant, on a toujours le doute de savoir si c'est vraiment lui qui a fait ou pas. Et évidemment, c'est ça qui est utilisé par les différents attaquants pour semer le trouble. Donc, évoluer dans le cyberespace, développer des valeurs communes. On a des travaux au niveau de l'ONU. Il y a un groupe d'experts à l'ONU qui traite depuis plusieurs années de ces questions de cyberespace, de valeurs dans le cyberespace. C'est extrêmement complexe. Et par moments, les alignements des différents pays montrent qu'on n'est pas dans les alignements classiques. Donc c'est un jeu qui est très intéressant avec les grands pays à l'échelle mondiale à ce niveau-là, où parfois on est un peu troublé par ce qui se passe. Voilà, tout ça, ça va se construire, ça va prendre un certain temps, et à mon avis, ça va probablement être bouleversé par malheureusement les catastrophes. Je vais être un tout petit peu pessimiste, les catastrophes qui vont arriver au fur et à mesure.
Donc voilà, j'ai déjà été trop long. Un petit point quand même sur l'accompagnement des petites structures. Vous mentionniez les collectivités locales. Pour moi, une collectivité locale, c'est une PME. Je suis désolé de ce raccourci un peu facile, mais pour le cyber, ce sont les mêmes problématiques. Ce sont des structures qui vont vers le numérique, de toute manière c'est le sens de l'histoire, qui vont sans en avoir forcément les compétences, parce que, je prends le cas des PME, mais quand on est une PME de 10 personnes, qu'on a un sujet très particulier, en général ce sujet c'est pas l'informatique et encore moins la cybersécurité. Comment est-ce qu'on fait quand on est une PME pour se protéger, développer son numérique et en même temps se protéger? C'est évidemment compliqué. La réponse que l'on a qui n'est pas une réponse définitive et complète, pour ces petites structures, c'est clairement pas la réponse qu'on a pour les grands opérateurs, qui eux ont la capacité et doivent se donner les moyens de le faire. C'est vraiment d'apporter, de même que l'informatique est en train d'être totalement sous-traitée et externalisée, profiter finalement de ce mouvement qui est très dangereux au demeurant, pour inclure dans la sous-traitance informatique la sous-traitance de la sécurité informatique. Ce qui fait qu'il ne restera, entre guillemets, qu'aux petites structures, qu'à contractualiser avec les bons prestataires, d'où notre rôle de qualificateur, et d'appliquer les règles de base que l'on a notamment publié avec la CGPME, qui permettent d'avoir le bon comportement avec les outils numériques et ensuite de se reposer sur des vrais professionnels pour faire vraiment la sécurité qui va résister. Merci beaucoup Guillaume Poupart. Alors on reviendra aussi sur la perception de la cybersécurité par les dirigeants de PME, puisqu'on en a plusieurs qui juste après vont intervenir. C'est donc la fin de cette première session. Merci beaucoup mesdames et messieurs les intervenants.